Si on voulait le résumer à sa plus simple expression, c'est une mesure qui est prise pour permettre l'inclusion d'un groupe qui se trouve exclu par une règle applicable à l'ensemble, mais qui a des effets préjudiciables sur un groupe en particulier. L'accommodement raisonnable est considéré par les tribunaux canadiens comme une partie intégrante du droit à l'égalité. En fait, on le considère comme un élément fondamental du droit à l'égalité. Mais assez étonnamment, ce concept d'accommodement raisonnable-là n'est pas expressément visé dans les lois sur les droits de la personne applicables au Canada. Par exemple, la Charte canadienne des droits et libertés ne fait pas de mention explicite du concept d'accommodement raisonnable. C'est en jurisprudence, en fait, ce sont les tribunaux qui en sont venus à dégager cette obligation-là à partir de la lecture qu'ils ont faite des droits à l'égalité garantis par les textes fondamentaux. C'est dans le contexte du travail que ça s'est développé. En fait, la première décision qui porte sur l'obligation d'accommodement raisonnable au Canada, du moins la première décision de la Cour suprême du Canada, qui est la plus haute cour du pays, remonte à 1985. En fait, ça impliquait une employée qui travaillait pour un magasin dont l'horaire de travail obligatoire le vendredi allait jusqu'à 21h le soir. Or, en raison de la religion de cette personne-là, il n'était pas possible pour elle de travailler plus tard qu'au coucher du soleil, ce qui fait que les quarts de travail qui allaient jusqu'à 21h ne pouvaient pas être exécutés par elle. Et donc, à un certain moment donné, son employeur lui a dit, écoutez, l'horaire de travail est celui-là, et donc c'est à prendre ou à laisser. Si vous ne pouvez pas accomplir le travail selon l'horaire qui vous est donné, je vais devoir vous congédier, ce qu'il a fait. Et donc, l'individu en question, la femme en question, a porté une plainte de discrimination devant les tribunaux canadiens. Cette plainte-là était portée en vertu d'un code des droits de la personne, qui n'est pas exactement l'équivalent de la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte canadienne est un document constitutionnel, alors que les codes des droits de la personne, en vigueur dans toutes les provinces canadiennes, sont plutôt des lois adoptées par les assemblées législatives provinciales, mais qui garantissent le principe d'égalité et la protection contre la discrimination. Et donc, à partir de cette décision-là, ce qui s'est passé, c'est que la Cour suprême du Canada, dans cet arrêt important de 1985, a dit essentiellement la chose suivante: un employeur a une obligation d'accommoder un salarié qui, en raison de convictions religieuses, n'est pas en mesure de suivre l'horaire de travail qui lui est prescrit, à moins que l'employeur ne démontre qu'il subit une contrainte excessive de cette obligation d'accommodement. En d'autres termes, l'employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour tenter d'accommoder un employé qui, en raison de ses convictions religieuses, n'est pas en mesure de respecter une règle prescrite par l'employeur. Et l'employeur peut se dégager de cette obligation-là s'il parvient à démontrer qu'il subit une contrainte excessive. Et donc, la démonstration de ce qu'est une contrainte excessive repose sur les épaules de l'employeur, et les tribunaux en sont venus progressivement à dégager des facteurs de contrainte excessive. Par exemple, le fait que ça compromette le bon fonctionnement de l'entreprise peut être un exemple. Des coûts prohibitifs qui seraient entraînés par un accommodement, c'est un autre exemple. Et donc, progressivement, ce concept-là, qui a été développé en vertu des lois sur les droits de la personne, a pénétré le droit canadien, tant et si bien qu'aujourd'hui, c'est un principe juridique et on reconnaît qu'il a des assises constitutionnelles du fait que la Charte canadienne des droits et libertés, qui est elle-même un document constitutionnel, garantit le droit à l'égalité et donc, par inférence, cette obligation d'accommodement raisonnable. Très rapidement, les tribunaux vont étendre la portée du concept d'accommodement raisonnable à d'autres caractéristiques personnelles qui peuvent être mises en cause. Je pense par exemple à la grossesse, où lorsqu'une femme enceinte a des contraintes sur le plan du travail, l'employeur doit l'accommoder de la même façon. Je pense aussi à des personnes handicapées. En fait, le gros du contentieux devant les tribunaux canadiens et québécois sur les questions d'accommodement raisonnable met en cause le handicap. En d'autres termes, lorsqu'un salarié, un travailleur, a des problèmes de santé qui font en sorte qu'il ne peut plus accomplir le travail pour lequel on l'avait embauché, on reconnaît à l'employeur, en fait, on impose à l'employeur cette même obligation d'accommodement raisonnable et le salarié a droit d'être accommodé jusqu'à ce que l'employeur démontre cette fameuse contrainte excessive. Dans les milieux de travail, actuellement, la grosse problématique est une problématique de santé mentale. Beaucoup de salariés s'absentent du travail pour des raisons d'épuisement professionnel.
dépressionnelle, de dépression. Et donc, les tribunaux ont reconnu que cette obligation d'accommodement raisonnable vise aussi des états de santé reliés à la santé mentale. Et donc, ça impose à l'employeur parfois l'obligation d'attendre finalement qu'un employé reprenne son état de santé véritable avant de rompre le lien d'emploi. Les lois sur les droits de la personne qui confèrent la protection de l'égalité la confèrent évidemment dans le domaine du travail, mais aussi dans le domaine de l'accès à des services publics, dans le domaine du logement. Et donc, on a vu des cas d'accommodement raisonnable, par exemple pour accéder, je ne sais pas moi, à une discothèque, lorsqu'il n'y a pas de rampe d'accès, par exemple. Et donc, on a véritablement, ce concept-là est un concept juridique qui a explosé depuis les 20 dernières années, de telle sorte qu'il peut s'appliquer dans le domaine du logement, dans le domaine de l'accès à des établissements publics comme des cinémas, des théâtres. Et donc, finalement, ça devient une obligation qui est sous-jacente ou inhérente à peu près toute relation qu'on établit avec une personne qui soit sollicite un emploi, un logement ou des services. Au milieu des années 2000 était jusqu'à un certain point une surprise. En d'autres termes, on avait des décisions canadiennes qui étaient assez bien établies, qui consacraient ce principe de l'obligation d'accommodement raisonnable. Et soudainement, à la suite de deux décisions, en fait, prononcées par la Cour suprême du Canada, l'une en 2004, l'autre en 2006, soudainement, la population qui était restée un peu insensible, ou à tout le moins en marge de ce débat sur l'accommodement raisonnable, a réalisé qu'il pouvait avoir des conséquences juridiques assez importantes. Dans le premier cas, il s'agissait d'un propriétaire d'une unité de condominium de religion juive qui souhaitait ériger une soukha pour la fête du Sukkot qui est fêtée par les Juifs orthodoxes. Et cette soukha, selon lui, devait être établie sur le balcon adjacent à son unité de condominium. Or, la déclaration de copropriété qui liait l'ensemble des copropriétaires interdisait les constructions sur les balcons attenant aux unités d'appartements. Et donc, il a invoqué sa liberté de religion, essentiellement pour prétendre qu'il avait droit d'ériger cette construction momentanée pour une période d'une dizaine de jours. Et la Cour suprême du Canada lui a donné raison, essentiellement en invoquant le fait que la liberté de religion était un droit fondamental et que dans les circonstances, il n'y avait pas de problématique, par exemple, relative à la sécurité qui était suffisamment importante pour empêcher l'érection de cette soukha. Ensuite, en 2006, il y a eu le cas d'un élève de religion sikh qui portait le kirpan, donc le couteau cérémonial que portent les Sikhs, à l'école. Et donc, alors qu'il jouait dans la cour d'école avec ses camarades de classe, le couteau qui était dissimulé sous ses vêtements est tombé par terre. Et donc, des parents ont constaté qu'il avait un couteau en sa possession. Et à partir de là, on réclamait de l'école qu'on interdise formellement le port de ce couteau. La commission scolaire était parvenue à un arrangement avec l'élève et ses parents. Le couteau devait être dissimulé dans une gaine de bois qui elle-même était introduite dans une gaine de tissu, dissimulée sous les vêtements. Mais cet arrangement qui avait été orchestré a été rejeté par la Cour d'appel du Québec qui a jugé que la sécurité dans les écoles était une valeur plus importante dans les circonstances que la liberté de religion de l'élève en question. Mais la Cour suprême du Canada a renversé cette décision de la Cour d'appel et a conclu que les modalités d'accommodement raisonnable qui avaient été convenues assuraient la sécurité des autres élèves, puisque en dissimulant le couteau dans une gaine de bois, en l'introduisant dans une gaine de tissu, tout ça dissimulé sous les vêtements, le risque pour la sécurité des autres élèves était minime et donc ne justifiait pas d'entraver l'exercice de la liberté de religion de l'élève sikh. Et donc, ces deux affaires-là ont provoqué une réaction assez importante sur le plan de la population. En fait, des gens ont commencé à mettre en doute le bien fondé ou le caractère raisonnable de ces accommodements-là, invoquant
tantôt des arguments relatifs à la sécurité des personnes, tantôt, de manière plus fondamentale, une espèce d'obligation qu'auraient les personnes qui relèvent des minorités religieuses d'eux-mêmes s'accommoder des pratiques appliquées par la majorité. Et donc, en a découlé un débat social important sur l'intégration des immigrants et dans quelle mesure ils ont l'obligation de se plier aux règles de la société d'accueil. Et donc, tout ce débat-là a fait ressortir jusqu'à un certain point un certain malaise identitaire au Québec. Et ça a eu aussi des répercussions au Canada. Et donc, à l'heure actuelle, la situation, tant au Québec qu'au Canada, sur cette question-là, reste assez problématique. En d'autres termes, les médias nous répercutent assez régulièrement des enjeux qui mettent en cause la liberté de religion et son expression dans l'espace public. On réalise qu'au Québec et au Canada, les points de vue sont assez polarisés sur la question. Et donc, ça pose des problématiques reliées à la tolérance, qui est une valeur fondamentale garantie par les Chartes des droits. Et donc, c'est un débat qui, à l'heure actuelle, au Québec, est encore très vif.